Bonjour et bienvenue à tous dans ce troisième épisode des podcasts de Magie Blanche et compagnie sur le tarot de Marseille. Et plus précisément le tarot divinatoire de Marseille. Il s'agit de la prestation que je réalise le plus avec mon cabinet de voyance, Magie Blanche et compagnie, à distance ou en présentiel à Castres. Et nous avions tenu un atelier sur les 22 cartes majeures du tarot de Marseille en novembre 2025. Pour l'année 2026-2027, je prévois de mettre en place 4 journées d'études entières spécifiques sur les 78 cartes du tarot de Marseille, les 22 cartes majeures et les 56 cartes mineures. Alors, ce qui concerne les cartes mineures, parfois c'est un peu difficile pour les personnes qui s'y connaissent un peu ou qui ne connaissent pas de bien les comprendre et bien les recevoir. En effet, dans le tarot de Marseille, il y a 4 couleurs, que sont les coupes, les épées, les bâtons et les deniers, qui correspondent bien sûr un petit peu au cœur, trèfle, pique et carreau qu'on retrouve dans les jeux classiques et que d'ailleurs beaucoup de voyantes utilisent. Interesting. Souvent, on s'intéresse davantage aux 22 cartes majeures. On retrouve toutes les cartes très classiques dont nous allons parler dans quelques instants. Alors, très précisément, j'utilise beaucoup le tarot restauré de Jodorowsky. Donc, je parle bien de l'auteur de bande dessinée, La Caste des Métabarons, qui a fait un travail très important avec nombreux de ses collègues. C'est une personne qui est passionnée de tarot depuis de très nombreuses années, qui a parcouru le monde à la recherche d'anciens tarots qui étaient antérieurs à l'imprimerie, pour retrouver en fait tous les détails et toutes les couleurs qui ont été perdues au moment où apparaît l'imprimerie en France et où les premiers jeux sont imprimés. Donc par exemple le tarot de Grimaud, que beaucoup d'entre vous utilisez, donc il a le mérite d'être fidèle à sa première version et à être partagé très généreusement. Donc du coup ça permet à chacun de travailler au développement personnel et à s'initier à l'art de la divination. Cela étant, bien sûr, lorsque cette impression est apparue, en tout cas en France, on a perdu tous les détails que pouvaient ajouter les moines, les enlumineurs, peut-être ce qu'on pourrait appeler les sérigraphistes qui les réalisaient avec leurs pinceaux. Et donc le travail de Jodorowsky, vraiment très riche et nous apporte vraiment plein d'informations supplémentaires qui viennent compléter ces études. Ok. On peut dire tout de suite un petit mot sur le tarot Rider-Waite-Smith, qui donc a été élaboré principalement par Rider et Waite, tous deux des personnes membres de l'ordre hermétique de l'Aube dorée, donc en fait des occultistes d'une certaine manière, et Smith étant en fait un éditeur. Et donc en fait ils se sont inspirés des cartes du tarot de Marseille pour proposer leur propre iconographie, si je peux utiliser ce terme. Alors je trouve que ce tarot est très, manichéiste, il représente beaucoup les choses en blanc ou noir. Alors peut-être ça facilite beaucoup les choses pour plein de gens, de voir dans une carte, on vous dit c'est ça et puis c'est pas autre chose. Voilà, Jodorowsky propose une lecture qui est différente et j'y adhère pleinement, comme par exemple Ralph Bloom au sujet des runes. Et on retrouve aussi, d'après moi, dans ce Rider-Waite-Smith, quand même des choses assez puritaines, où il y a quand même un petit peu la notion de punition divine. Alors prenons un exemple un petit peu rapide, la carte majeure 16, la tour, qui est représentée dans le Rider-Waite comme un éclair qui s'abat sur une tour qui s'effondre, un petit peu comme la tour de Babel. La tour est en flammes et le roi et la reine vont sombrer dans d'atroces souffrances dans les flammes de l'enfer. Bon, comme vous le voyez, c'est un tableau dantesque. Voilà, dans le tarot de Jodorowsky, donc voilà, 2 personnages joyeux qui sortent de la tour, qui dansent avec la terre. Il y a des confettis partout. Voilà, et ça représente le travail qui a été réalisé à travers la carte 15, juste avant, intérieur, pendant de longs mois, qui tout à coup aboutit. Donc forcément, les êtres sont joyeux. Mais le chemin, évidemment, ne s'arrête pas là. Si elle annonce construire en mieux, elle prévient aussi de ne pas reproduire les mêmes choses. Elle prévient aussi, bien sûr, puisque c'est une carte 16, des méfaits de l'ego et de l'excès d'ego, donc du narcissisme, qu'on retrouve déjà dans la carte 6 de l'amoureux. Voilà, je ne dirai pas plus sur cet autre tarot. Alors l'origine des cartes du tarot, très certainement, elles proviennent d'Italie, aux alentours de 1300-1350. Voilà, je vous prie de m'excuser évidemment pour les imprécisions et toutes les erreurs que je pourrais commettre dans ce podcast. Ces cartes, très certainement, en fait, étaient inspirées par un format carte, le format carte postale, de dessin sur un papier cartonné, qui est très certainement provenu de Chine, par les voies de la soie, les voies du commerce. Donc bien sûr, l'Italie, très grand pays d'art et de culture, s'est rapidement saisi de ce moyen, et des nobles, des notables, des gens de cour ont commandé à des illustrateurs des jeux de cartes, en l'occurrence le tarot des Visconti Sforza, où on retrouve toute l'iconographie des cartes majeures et puis des cartes mineures. Ensuite, en France, il se développe d'une autre manière et il prend aujourd'hui toute la place qu'on lui connaît, en l'occurrence sous ce nom de tarot de Marseille, à usage divinatoire ou à usage de développement personnel, les deux étant quand même intimement liés. En France, c'est plutôt aux alentours de 1400, 1450, 1500, 1600. Beaucoup d'auteurs, beaucoup d'illustrateurs, alors quelques-uns parmi d'autres, Nicolas Convert,
Pierre Madinier, et puis les travaux de personnes passionnées, Philippe Camoin, travaux sur lesquels s'est notamment penché Alessandro Jodorowsky. Donc vous voyez, le tarot de Marseille, il a suivi tout un chemin de développement. Et bien sûr, aujourd'hui, on retrouve énormément de littérature, énormément d'ouvrages, où chacun apporte des lectures qui sont soit un petit peu nouvelles, avec un nouveau regard, soit bien sûr des lectures qui sont très personnelles. Alors, le tarot de Marseille, finalement, c'est un oracle, puisque c'est un outil qui nous permet de recevoir des messages de l'univers, des messages de nos guides, et puis d'entrevoir un petit peu quel est l'avenir. Donc, en fait, les oracles, nous l'avons déjà évoqué dans le podcast sur le marc de café, dans de nombreux ateliers, sont utilisés par toutes les civilisations et tous les êtres humains depuis très longtemps. Dans chaque civilisation, il y avait des sorciers, des devins, des sorcières. Chez les Égyptiens, chez les Vikings, chez les Mayas, chez les Incas, en Chine, l'art divinatoire du Viking, les runes. Donc en fait, ce n'est qu'un oracle parmi les autres. Et évidemment, chacun, nous allons recevoir le message qu'on doit transmettre, quel que soit l'oracle qu'on va utiliser et quelle que soit la lecture qu'on veut bien en faire. Dans le tarot, nous l'avons évoqué, il y a donc 22 cartes majeures et puis 56 cartes mineures. Ces 56 cartes mineures qui sont donc représentées par ces 4 couleurs, on peut en parler un petit peu quand même, c'est important. Il y a les coupes qui sont associées à l'eau, aux anges, et donc en fait au monde émotionnel, les relations, l'amour. Il y a ensuite les épées qui sont associées à l'air, aux aigles, et donc à la pensée, à l'intelligence, aux réflexions. Viennent ensuite les bâtons qui sont associés au feu et au lion, donc c'est l'énergie, la créativité, c'est aussi finalement l'énergie instinctive, animale, sexuelle peut-être, en tout cas celle qui nous anime. Ces 3 premières couleurs sont immatérielles, et puis vient une qui est matérielle, ce sont les deniers, représentés par les pentacles dans le tarot Rider-Waite, ces deniers qui représentent en fait, qui sont associés à la terre et au bœuf, et qui représentent en fait bien l'argent, le travail, la famille aussi, la maison, la santé, éventuellement les animaux. Au sein de chacune de ces couleurs, nous allons, depuis l'As, voyager à travers le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10. Ensuite, c'est la fin du cycle, qui ouvre sur un deuxième cycle. Donc par exemple, les épées annoncent les coupes annoncent les deniers, et les deniers annoncent les bâtons. Et les bâtons annoncent les épées. Ensuite viennent 4 figures, le valet, la dame, le roi, le cavalier. Alors, Jodorowsky, mais je suis en accord avec lui et beaucoup d'autres personnes, place le cavalier après le roi, car le cavalier est sur son cheval, il s'apprête à s'en aller. Et sur chacune des cartes, il y a des éléments qui annoncent justement la couleur suivante. Bien entendu, vous avez aussi la liberté de placer le cavalier entre le valet et la dame, et de certainement lui trouver tous les éléments qui vous permettront de l'interpréter dans ce sens-là. Ces figures représentent des choses un petit peu différentes. Le valet, souvent l'hésitation, la dame, la maturité et puis la satisfaction des choses qui ont été réalisées. Le roi, évidemment, la maturité complète, totale, absolue. Et puis ça y est, qui se tourne vers l'avenir. Puis le cavalier, bien sûr, on réalise la transition. La numérologie, effectivement, c'est très important dans le tarot de Marseille. Et donc il y a une vraie corrélation entre les 22 cartes majeures et puis ces cartes mineures au sein de chaque couleur. La première de ces cartes majeures, c'est le mat, qui ne porte pas de numéro, donc je ne donnerai pas de numéro, même si beaucoup lui en attribuent un, il n'en a pas. Donc c'est le mat, qui représente en fait un saut dans l'inconnu, voilà, un potentiel, une énergie, qui va cheminer à travers toutes les cartes du tarot. Il doit passer par chacune des étapes. On ne peut pas se soustraire à la rencontre du pendu, on ne peut pas se soustraire à la rencontre de la carte 13, dont je ne donne pas le nom que beaucoup lui donnent, puisque dans le tarot de Marseille, elle ne porte pas de nom, et donc elle est représentée par un être squelettique sur lequel est en train de pousser de la chair, et puis il a une faux pour faucher un champ qui est déjà d'ailleurs bien labouré. Et puis on est aussi obligé de passer par la carte du diable, et chaque carte en fait a une lecture positive et une lecture négative. Chacune est emplie de tout en même temps, et c'est les actions que nous allons choisir de réaliser le lendemain qui vont nous amener à la lecture négative ou positive de chacune des cartes. Même si bien sûr il y a des cartes qui sont plus fluides que d'autres, on sait quand même lorsqu'on sort la carte 15 ou même cette fameuse carte 13, donc le diable et puis l'autre carte, qu'on va avoir un travail un peu difficile à réaliser, ou quand on sortira la carte 12, qu'on aura un temps d'attente qui des fois sera un petit peu contraignant. Mais c'est quand même nos actions chaque jour qui vont permettre de transcender et de traverser les épreuves, et c'est tout évidemment l'éclairage et l'utilité. Lorsque on allait voir la Pythie à Delphes, elle donnait un conseil, après libre à nous de l'avoir bien interprété et de le mettre en pratique ou pas. C'est la même chose pour le tarot.
Après le mat, donc, nous avons le battleur qui représente les cartes 1 associées aux as dans les couleurs, qui représente, oui, la potentialité, mais enfin qui nous dit aussi qu'il va falloir choisir. Voilà, on ne peut pas maintenir toutes les portes ouvertes. En tout cas, à un moment donné, il faudra prendre une direction, et pour cela, il faudra fermer les autres portes. Vient ensuite les cartes 2, on peut associer donc la papesse et le pendu, qui sont des cartes de préparation à l'action en fait. Il y a un temps d'accumulation, et ensuite, cette accumulation, il faudra que ça s'arrête à un moment donné, pour ouvrir sur quelque chose de nouveau, en l'occurrence, il y aura une extériorisation, une explosivité. C'est l'impératrice et cette fameuse carte 13, parfois associée à la colère, à la grossesse. Bon, comme vous voyez, il y a beaucoup de clés, et tout dépend des consultants et des questions. Et donc, ce sont les cartes 3. Bien sûr, une fois que tout est sorti à l'extérieur d'une façon un petit peu chaotique, il est nécessaire de retrouver un équilibre, une stabilité. Ce sont les cartes 4, représentées par l'empereur et la tempérance. Donc bien sûr, il y a la notion d'équilibre matériel et puis il y a la notion d'équilibre psychique. On retrouve ça dans les cartes de 0 à 10 dans les cartes majeures. C'est un petit peu le monde terrestre, et dans les cartes de 11 à 21, finalement, c'est un peu le monde plutôt psychique et spirituel. Chaque carte, en fait, nous prévient. Puisque la carte 4 nous parle bien sûr de stabilité, de prudence, mais elle nous dit surtout, voilà, si vous ne changez rien, tout va péricliter. Donc au contraire, elle nous encourage à sortir de notre zone de confort, à oser prendre un risque. Oui, peut-être à déclarer sa flamme, oui, peut-être à investir, peut-être à faire quelque chose de nouveau. On peut prendre l'exemple de peintres comme Pierre Soulages, Tao Chi ou Kandinsky, qui faisaient des très jolis tableaux, qui étaient réputés, et ils vivaient avec leur art, et puis un jour ils vont décider de faire autre chose. Ils se mettent à faire des très grands tableaux, en l'occurrence c'est le cas pour tous les trois, souvent d'ailleurs un petit peu abstraits, dans la continuité de ce qu'ils faisaient déjà, mais en tout cas complètement transfigurés. Et finalement, c'est vraiment avec ça qu'ils vont connaître leur notoriété absolument incroyable qu'ils ont connue tous les trois. Et puis surtout, en fait, qu'ils se sont réalisés eux-mêmes, qu'ils ont permis, et qu'ils permettent encore aujourd'hui à d'innombrables personnes de vivre d'intenses émotions et d'être inspirés. Donc bravo à eux, ils ont pleinement réussi leur passage des cartes 4 aux cartes 5. Alors une fois qu'ils ont réalisé ça, on arrive justement aux cartes 6. C'est magnifique, on a réalisé de fabuleux tableaux. Donc le 6, c'est la beauté, c'est associé à l'amoureux et à la tour, et à ceux qu'on aime. Alors bien sûr, il y a la question de choix derrière l'amoureux, mais en tout cas, il y a un danger dans les cartes 6. On a émis des nouvelles pensées, imaginez un philosophe, un penseur, et puis finalement, il ne fait rien de ses pensées, il n'écrit pas un livre où il ne regarde pas jusqu'où mène sa pensée. Un couple qui est amoureux et qui reste enfermé sur lui-même, qui ne s'ouvre pas vers l'extérieur, bien sûr, tout ceci, c'est le narcissisme. I love you. Et donc, les cartes 6 nous encouragent à mettre en œuvre toutes les choses qu'on vient de réaliser et d'aboutir avec les cartes 7, que sont donc d'un côté le chariot et l'étoile dans les cartes majeures. Les cartes 7, c'est vraiment entrer en action. Mais entrer en action ne veut pas dire défoncer la porte. Entrer en action, c'est souvent parfois simplement mettre la main sur le loquet et ouvrir délicatement la porte. Bien au contraire, on est quand même souvent encouragé à aller dans le sens des choses. Alors la carte du chariot, numéro 7, nous dit quand même très précisément que pour être heureux, il faut qu'on soit nous-mêmes le conducteur du char. La carte 17, qui est donc l'étoile, nous encourage en fait à offrir au monde toutes les choses qu'on a pu réaliser et les talents qui nous ont été offerts. Et en contrepartie, bien sûr, il y a un double échange qui se fait et on se nourrit mutuellement. Alors, on approche déjà bientôt de la fin du podcast, donc bien sûr, on arrive à la fin du descriptif, sommaire dans ce podcast. Mais donc, si vous le désirez, vous pourrez participer à ces 4 journées que je proposerai en 2026-2027 pour passer beaucoup plus de temps dans l'étude de toutes ces cartes du tarot. En tout cas, on arrive aux cartes 8 qui sont donc la perfection. D'un côté, la justice, de l'autre, la lune. Et quoi qu'il en soit, on ne peut pas rester dans un état de perfection absolue. Alors, parlons rapidement un petit peu du 8 d'épée, qui est très associé à la méditation, parce que le 8 d'épée, en fait, tout l'objectif est de vider sa pensée, en fait. De ne cesser d'imaginer le monde comme étant exactement sa pensée. On pense tous différemment. Donc en fait, le monde, il ne peut pas être à l'image de notre pensée, puisque nous pensons tous différemment. Alors il existe des milliers de mondes différents, et nous, on a simplement une vision du monde. Alors elle est très importante, mais donc peut-être qu'il est important aussi de la remettre en cause. Et en tout cas, dans le 8 d'épée, une fois qu'on a réussi à vider son esprit, tout à coup, prêt à accepter que le monde puisse être différent du nôtre, en tout cas de la vision que l'on en a, et on peut accepter du coup la vision que les autres ont du monde. Viennent ensuite les cartes 9, qui sont donc en fait l'aboutissement. Ça y est, on a réalisé ce qu'on devait réaliser, donc maintenant ça va être un temps de clôture, on doit se préparer, donc il y a un état de crise quand même,
Alors c'est un état de crise passager qu'on retrouve donc chez l'ermite et chez le soleil. Et on se dirige ensuite vers les cartes 10, qui sont vraiment la fin de cycle et le début de cycle, représenté par la roue de la fortune et le jugement, pour ensuite, bien sûr, seulement arriver à la réalisation suprême, la carte du monde. J'espère que ce podcast vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de ressortir le jeu que vous aviez dans votre tiroir poussiéreux, ou en tout cas d'en acheter un demain, et puis de commencer à pratiquer. Je vous remercie beaucoup pour l'écoute de ce nouveau podcast et de votre fidélité. Et une fois encore, j'adresse toutes mes pensées à cette personne avec qui je partage mon quotidien et qui m'est très chère. Et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée.